Donc ce matin, on va parler de comment on recherche la vie dans l'univers. Finalement, on peut dire qu'on l'a déjà trouvée, la vie est là, devant moi, je la vois. La vie est à Fleurance toute cette semaine, et le festival d'astronomie de Fleurance, il est bien vivant, et vous êtes tous là pour le prouver. Donc, ça c'est mon compte Twitter. Si vous voulez me suivre, je n'ai pas assez d'abonnés, j'en ai que 200, donc il faut que... Abonnez-vous tous, ne vous inquiétez pas, j'en vois pas beaucoup de tweets. Comme ça va gonfler mon compte Twitter. Donc à la recherche de vie dans l'univers, tout d'abord je voudrais dire un grand merci à André Braque, qui est la personne que... en fait c'est un exobiologiste qui travaille à Orléans, qui est émérite maintenant, qui travaille à Orléans et qui m'a initié un peu à ce domaine de l'exobiologie. Et je voudrais aussi remercier Pierre Thomas, puisque les nombreuses discussions avec lui ont déclenché pas mal de choses, pas mal d'idées, et son enthousiasme débordant est aussi toujours rafraîchissant. Et peut-être qu'il reconnaîtra d'ailleurs certaines de ces images dans la conférence que je vais montrer. Alors, la première chose que je voudrais faire, c'est dédier un petit peu cette recherche, ce cours aujourd'hui, mais cette recherche en général de la vie à quelqu'un dont vous avez déjà entendu parler, Giordano Bruno, qui... dans les années, à la fin des années 1590, avait écrit « Dieu, dont la puissance est infinie, n'a pu créer qu'un univers sans mesure, à son image. Nous savons qu'il existe un champ infini. En lui se trouve une infinité de corps semblables aux nôtres. Aucun d'eux n'est au centre de l'univers, car l'univers est infini et par conséquent sans centre ni limite. » Et il proposait en fait une pluralité infinie des mondes, c'est-à-dire qu'il proposait que toutes les étoiles soient des étoiles comme le Soleil, et qu'autour de chacune de ces étoiles, il y ait des planètes qui tournent. Et donc, potentiellement, des habitants, autres que nous, sur d'autres planètes, autour d'autres étoiles. Et donc, pour avoir proposé cette idée, et puis pour d'autres raisons aussi, il a été condamné comme hérétique impénitent, opiniâtre et obstiné, torturé et brûlé vif à Campo di Fiori par l'Église de Rome. Vous avez maintenant sa statue sur cette place à Rome, mais comme me le rappelait Michel Cassé l'autre jour, il n'a toujours pas été réhabilité par l'Église, et donc je sais que Michel est en train d'agir d'ailleurs pour que l'Église réhabilite Giordano Bruno, qui finalement avait raison. Toutes les étoiles autour de nous sont des étoiles comme le Soleil, et il y a énormément de planètes autour de ces étoiles-là. Qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle astrobiologie ou exobiologie? En France, on dit plutôt exobiologie. En anglais, on dit plutôt astrobiology. C'est quelque chose qui est pluridisciplinaire. C'est un champ qui mêle à la fois les sciences de la Terre, c'est-à-dire comment les planètes vont évoluer, en fait, les sciences de l'univers, comment on va détecter d'autres planètes, mais aussi de la physique, de la chimie avec les molécules, la biologie avec les cellules, et on peut dire les sciences sociales, puisque, comme l'a dit Bruno tout à l'heure, la première fois qu'on va découvrir, si on découvre un jour une autre vie ailleurs, eh bien, les sciences sociales auront un rôle à jouer. Elles l'ont déjà pour cette recherche qu'on a, cette quête qu'on a de la vie dans l'univers. Donc la recherche de vie dans l'univers, en fait, repose sur 3 questions, d'après moi. La première, c'est qu'est-ce que la vie? On va voir comment on peut la définir. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Voilà, on se demande quelle est en fait la chose qu'on va chercher pour savoir qu'il y a de la vie et où chercher. Et du coup, je vais diviser cette conférence en 3 parties. La première traite de comment la vie est apparue sur Terre. La deuxième, de qu'est-ce qu'on recherche et comment on recherche dans le système solaire. Et finalement, je finirai sur les exoplanètes. Et à la fin des exoplanètes, j'ouvrirai un petit peu pour essayer de voir comment comprendre le fait que pour l'instant on n'ait vu encore rien ni personne en dehors de nous. Donc première partie, je vais traiter de la recherche de la vie dans l'univers. Première partie, je vais traiter de comment la vie est apparue sur Terre. C'est important puisque c'est le seul exemple qu'on ait de vie apparue sur une planète. Il n'y a que ici pour l'instant. Et pour traiter de l'origine de la vie sur Terre, la première chose à faire, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que la vie. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie? Vous verrez, si vous faites une petite recherche sur Internet, vous tapez qu'est-ce que la vie, vous allez avoir plein de définitions. Il y a pléthore de définitions, il y en a une que je trouve assez claire, c'est la définition donnée par
La SFE, c'est une société savante qui est la Société française d'exobiologie. Et donc, pendant une semaine, des chercheurs se sont réunis pour voir comment essayer de définir cette vie. Et la définition qu'ils ont apportée est la suivante. Une vie, c'est un système ouvert donc, qui est capable d'échanger à la fois de la matière et de l'énergie avec l'extérieur, capable de s'auto-reproduire, mais avec des erreurs de copie dans cette auto-reproduction qui fait qu'elle peut évoluer. Donc en fait, c'est un système ouvert qui s'auto-reproduit et qui évolue. Et c'est une définition qui a été aussi donnée par la NASA dans les années 90, qui dit « La vie est un système chimique auto-entretenu, donc qui s'auto-reproduit, capable de subir une évolution darwinienne. » Donc par sélection naturelle, un organisme vivant va évoluer. Alors, le seul exemple qu'on ait où la vie est apparue, c'est sur la Terre. Donc arrêtons-nous un petit peu sur la vie terrestre. La vie primitive, il y a en gros 4 milliards d'années. Quand j'écris un G majuscule avec an, ça veut dire milliards d'années. C'est giga an. On pense que la Terre primitive était formée de petits continents, un peu comme l'Islande aujourd'hui, entourée d'eau liquide, d'océans d'eau liquide, mais assez peu profonds, mais par contre chaude, de l'ordre de 50 à 80 degrés, donc de l'eau assez chaude. Une atmosphère dominée par du dioxyde de carbone et de l'eau. Et on sait que le volcanisme et la tectonique des plaques étaient déjà en place depuis au moins 3 milliards d'années. On ne sait pas trop pour avant, mais au moins la tectonique, on sait qu'on a des preuves qu'elle était en place déjà il y a 3 milliards d'années. Le problème dans cette recherche de vie, c'est que toutes les traces de la vie primitive ont été effacées, non seulement par les rayons UV qui nous proviennent du Soleil, par la tectonique des plaques qui change les sols, par l'érosion, par l'eau, et en plus par la vie elle-même. La vie, elle crée de l'oxygène. L'oxygène, c'est un poison qui va en fait tuer la plupart des formes de vie. L'oxygène, c'est ce qui crée la rouille, par exemple. C'est ce qui a d'ailleurs empêché pendant très longtemps les formes de vie d'évoluer. Jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup d'oxygène dans l'atmosphère et que les organismes se soient habitués à utiliser l'oxygène. Donc, la Terre, la vie sur Terre, l'apparition de la vie sur Terre, c'est notre référence pour l'instant. Pendant, en gros, 1 milliard d'années, les molécules organiques de ce qu'on appelle la soupe primordiale, c'est donc ce qui rassemble toutes les molécules qui ont permis à la vie de se créer. On appelle aussi ça des molécules prébiotiques avant la vie. Elles existent en abondance et la vie... Alors ces molécules prébiotiques ont été soit produites au fond des océans, soit elles nous sont venues de l'espace. On va voir après que ces deux possibilités sont ouvertes. Peut-être d'ailleurs que ce sont ces deux possibilités qui se sont produites peut-être de façon simultanée. Et le scénario qu'on a sur l'apparition de la vie sur Terre, c'est que la vie apparaît dans l'eau, basée sur la chimie du carbone. On est fait de carbone et d'eau. Donc on a de l'eau, on a des molécules organiques, ce qu'on appelle les SNOPs. Les SNOPs, c'est carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, soufre. Il en faut d'autres aussi, mais ce sont les plus importantes. Ensuite, il nous faut des molécules qui vont agir un peu comme agents de construction pour assembler tout ça. Et on va construire un monde vivant d'acides ribonucléiques qui, peu à peu, va créer les cellules que nous connaissons actuellement, formées d'ARN, de protéines, de membranes et plus tard d'ADN. Donc ça, c'est un petit peu le scénario rapide de comment la vie va émerger sur Terre. Alors, pourquoi ce scénario? En particulier, pourquoi l'eau liquide est-elle si importante? C'est finalement assez simple. Si vous mettez des molécules dans quelque chose qui est solide, les molécules ne bougent pas du tout, et donc elles ne peuvent pas s'assembler. Si vous mettez des molécules dans un gaz, la densité est trop faible, les molécules ne vont pas être en suffisamment grand nombre pour se rassembler. Et donc la phase liquide, c'est idéal pour que les molécules bougent et s'assemblent. Pourquoi le carbone? Eh bien, parce qu'il y en a beaucoup, déjà.
Il y en a beaucoup dans notre atmosphère, il y en a beaucoup à la surface de la Terre, il y en a au fond des océans, et il y en a qui viennent de l'espace. Les météorites, elles sont formées de beaucoup de carbone. Aussi, le carbone, c'est un atome qui a 4 liaisons, donc on appelle tétravalent, et donc ça permet de faire des constructions, un peu comme des Lego, des constructions de plus en plus complexes. Et on trouve aujourd'hui, en particulier dans l'espace, des chaînes carbonées de plusieurs centaines d'atomes de carbone qui se suivent. Donc on fait un Lego complexe à partir de ce carbone-là. Et il n'y a pas beaucoup d'autres atomes qui présentent ces propriétés-là, d'autant plus que c'est quelque chose qui est très stable. Donc une fois qu'on a ça, une fois qu'on a ce scénario, on se dit « Ah ben c'est super, on va essayer de le tester, de voir où est-ce qu'on peut repérer des vies anciennes qui se seraient formées grâce à ce scénario-là. » Et alors, on a des roches très anciennes sur Terre, il y en a plusieurs, là, les petits points rouges, vous voyez, Groenland, Afrique du Sud, Australie, c'est des roches sédimentaires anciennes qui ont à peu près 3,75 milliards d'années. Je vous rappelle, la Terre, elle s'est formée il y a 4,55 milliards d'années. Et en particulier, à Ishua, au Groenland, eh bien, on a retrouvé ce qu'on appelle des stromatolites. Alors ça, c'est des stromatolites fossilisés qu'on a retrouvés dans des roches très anciennes. Et ces stromatolites, ce sont en fait des microbes qui sont c'est un tapis qui est produit par des bactéries qui vont utiliser l'énergie solaire et qui rejettent du matériau. Et ce matériau-là, c'est ce qu'on retrouve dans les roches, là. Et on a encore des stromatolites actifs, comme en Australie, ici par exemple. Et donc, vous voyez, c'est comme de la roche, mais en fait, c'est ce qui est rejeté par ces bactéries qui utilisent l'énergie solaire. Donc, vous voyez que si ces bactéries se sont vraiment formées à l'âge de ces roches-là, eh bien, elles ont 3,75 milliards d'années au minimum. Ça, c'est les plus vieilles qu'on a trouvées, mais il y en a peut-être encore des plus vieilles. Ça veut dire que entre la formation de la Terre, 4,55 milliards d'années, et l'âge de ces bactéries, 3,75 milliards d'années, il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Et ça veut dire que la vie sera apparue finalement assez vite sur la Terre. Alors ça, c'est les premiers organismes vivants qu'on connaisse. Aujourd'hui, évidemment, il y en a énormément. On a une biodiversité très très grande. Et ça, c'est représenté par quelque chose qu'on appelle l'arbre de la vie. Alors, je vous montre l'un des premiers dessins de cet arbre de la vie que je trouve très très beau, avec différentes branches de ces arbres qui, vous voyez, partent dans différentes directions. Et nous, là, on est ici. Là, c'est les mammifères là, qui sont ici. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai marqué Lucas. Alors, ça ne veut pas dire que le premier s'appelle Lucas. On ne sait pas comment il s'appelle, il n'y avait pas d'état civil à l'époque. Lucas, en fait, c'est un acronyme qui veut dire Last Universal Common Ancestor, c'est-à-dire l'ancêtre, le dernier ancêtre commun universel, qui serait donc en fait la première forme de vie qui aurait ensuite donné naissance à toutes ces formes de vie différentes. Et vous avez bien compris qu'en fait, on ne sait pas du tout ce que c'est que ce Lucas. C'est quelque chose qu'on recherche encore actuellement. Alors ça, c'était l'un des premiers arbres de vie qui avait été dessiné. Une forme un peu plus moderne, c'est celle-là. Vous avez d'un côté en bleu les bactéries. Là, il y a une autre branche, qu'on appelle les archées, et une troisième branche, qu'on appelle les eucaryotes. Et si vous regardez bien entre les champignons et les myxomycètes, vous avez nous. Voilà où on est, nous. Ça, c'est l'une des formes. Alors, si vous tapez arbre de vie sur Google, vous allez voir plein d'arbres de vie différents. Je vous en montrerai un autre qui est assez joli, c'est sympa. Et celui-là. Donc, Lucas, il est là. Tout ça, c'est les bactéries. Voilà, une grande biodiversité de bactéries. Ici, c'est les archées. Et vous êtes ici, les eucaryotes. Et donc, finalement, notre organisme vivant qui nous caractérise, nous, les eucaryotes, et en particulier nous, les mammifères, voyez, on est tout petit dans cet arbre de vie. Donc ça, c'est la biodiversité actuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de recréer de la vie, même des formes de vie simples? Alors ça, on s'y est attelé. On s'y est attelé beaucoup, et le premier à avoir fait une expérience assez concluante là-dessus, c'est Stanley Miller, en 1953. Il a pris un ballon, il a mis dedans de l'eau, du méthane,
il a mis des arcs électriques pour donner de l'énergie qui simulait en fait les orages très forts de la Terre primitive. Les orages, je les avais là. Et ce qu'il obtient, c'est une synthèse de 4 acides aminés protéiques, donc ceux qui sont nécessaires à la transmission du patrimoine génétique, dont la glycine, que vous voyez ici, qui est l'acide aminé le plus simple, mais il n'arrive pas à en faire beaucoup plus. Et le problème, c'est que l'atmosphère primitive, elle est constituée non pas de méthane, mais plutôt de dioxyde de carbone. Et si vous refaites l'expérience avec du dioxyde de carbone, vous produisez encore moins d'acides aminés protéiques, donc ceux qui sont nécessaires à la transmission du patrimoine génétique. Donc ça veut dire, cette expérience veut dire que l'atmosphère, ce n'est pas l'unique source de molécules prébiotiques, de molécules qui vont permettre de fabriquer de la vie. Donc il faut trouver autre chose. Alors là, on a plusieurs possibilités. Et il y a une des possibilités qui est les océans, et la deuxième qui va être l'espace. Donc les océans, ça c'est ce que vous voyez dans l'image de fond, là, c'est ce qu'on appelle un fumeur noir. Donc dans les océans, au fond des océans, il est permis de fumer. Vous avez une cheminée en fait qui est sur une dorsale médio-océanique, il y a du magma qui arrive par la cheminée et qui sort par là et qui se refroidit dans l'eau. Vous êtes à 2000 mètres de profondeur. À 2000 mètres de profondeur, la pression est en gros de 200 fois la pression atmosphérique. C'est beaucoup. La température, là, elle est de 360 degrés, au fond de l'eau. Hein. Et c'est un milieu qui est très peu neutre, hein, qui est vraiment corrosif. Ce que vous avez, ça, c'est un évent hydrothermal, c'est un fumeur noir. Pourquoi on appelle fumeur noir? Pourquoi noir? C'est donné par c'est les sels de fer ou de manganèse. L'énergie thermique, elle est fournie par le magma. Et regardez, alors ça c'est une autre image ici, vous avez une fumée noire ici, là, et vous avez ici les traces rouges qui sont en fait des organismes vivants qui vont se développer ici. Et pourtant, dans un environnement, regardez, c'est 45% d'hydrogène, 43% de CO2, 6% de méthane. Donc sans parler de la pression, de la température, juste en parlant de cette composition ici, c'est absolument invivable pour nous. Et donc ça, c'est un environnement qui est favorable à la synthèse de molécules prébiotiques. Mais pas d'acides aminés, car en fait, les conditions sont tellement drastiques que les acides aminés ne survivent pas à ces environnements-là. Alors, Pierre Thomas pourrait vous en dire un petit peu plus, il a des idées pour savoir où ça... On pourrait essayer de créer d'acides aminés, et pour l'instant, on n'a pas découvert d'acides aminés dans ces environnements. Donc les océans, c'est peut-être pas la... Voilà, c'est l'une des possibilités qu'on continue à rechercher. La deuxième, c'est l'espace. Et là, il y a une théorie qu'on appelle la panspermie, qui n'est pas exactement ce qui est représenté ici. Hein. La panspermie veut dire que c'est... Pans, c'est tout, spermie, c'est le germe. Et en gros, on apporte des spores et des graines toutes faites sur la Terre. On va voir comment on peut les transporter, mais en gros, vous imaginez le truc, hein, vous avez des météorites qui vont tomber avec, à l'intérieur, les molécules prébiotiques qui vont permettre ensuite l'émergence de la vie. La Terre serait donc comme ça ensemencée par des molécules prébiotiques, et c'est quelque chose qui est très vieux, c'est une théorie qui a été imaginée en premier en 1865, donc ça fait longtemps, hein. Et qui a été ensuite affinée par différentes personnes. Comment on fait ça? En fait, vous remarquez qu'on ne fait que repousser le problème. Hein, parce qu'il faut que les molécules prébiotiques soient formées, non pas sur Terre, mais ailleurs. Par exemple, sur Mars. S'il y a des molécules prébiotiques sur Mars, qui a un impact météoritique sur Mars, il y a une partie de la matière autour de cet impact qui va partir, donc qui va être expulsée de la planète Mars, qui va voyager dans l'espace pendant 6 mois, et qui entre dans l'atmosphère de la Terre et qui tombe sur le sol terrestre. Et donc là, on est content, on a été chercher dans la planète à côté des molécules qu'on n'avait pas chez nous. Imaginons que la vie se soit développée sur Mars avant nous, eh bien on peut avoir des molécules prébiotiques qui arrivent directement de Mars à la Terre. C'est une idée qui est très intéressante, mais est-ce que c'est possible? Alors en fait, il y a des expériences pour montrer que ces 4 étapes-là sont possibles. On peut expulser une planète, on peut faire voyager dans l'espace
des molécules prébiotiques, on peut les faire entrer dans l'atmosphère de la Terre, on peut les faire impacter. Il faut certaines conditions, mais c'est possible. Alors les impacts météoritiques, vous avez compris qu'il y en a certains qui sont quand même assez violents. Vous vous souvenez peut-être de celui-ci, il y a 65 millions d'années. C'était un météorite qui faisait 10 km typiquement. Et quand il est tombé, eh bien, il y a eu une chaleur énorme, suivie par un froid intense, et il a détruit 90% des espèces animales et végétales sur Terre, dont, et ça c'est bien pour nous, dont les dinosaures. Et du coup, les petits mammifères ont pu évoluer et devenir un peu plus grands. Mais vous voyez que ça, un impact comme ça fait mal. Donc peut-être que là-dedans, il y avait des molécules prébiotiques, dans cet astéroïde-là, mais s'il y en avait, de toute façon, l'effet destructeur de cet impact est plus grand que l'effet bénéfique de l'apport de ces météorites-là, de ces molécules-là. En fait, on peut même faire quelques petits calculs qui sont assez rigolos. Ça, c'est ce qu'on appelle les contingences de Gould, quand vous avez des gros impacts comme ça qui vont complètement influencer, détruire peut-être une grande partie de la vie sur Terre. Un corps qui fait, donc là l'astéroïde dont je viens de parler, c'était 10 km. Un corps qui fait 65 km de diamètre, il fait un cratère de 265 km, la température augmente de 100 degrés sur Terre. Un corps qui fait 150 km de diamètre, il évapore toute la zone photique, c'est-à-dire ce qui permet de faire la photosynthèse, sur une profondeur de 200 mètres. Un corps qui fait 250 km de diamètre, il fait un cratère de quasiment 1000 km, il stérilise la planète jusqu'au fond des océans, il n'y a plus de vie. Et un corps qui fait 400 km de diamètre, il évapore toute l'eau océanique, il n'y a plus d'eau. Alors 400 c'est gros, hein. Ça n'arrive pas tous les jours, mais vous voyez qu'on a l'échelle là, entre 10 km et 400 km. Voilà. Ça veut quand même dire que les planètes sont fragiles. Sur Terre, il y a eu 5 extinctions depuis l'apparition de la vie, des extinctions qui ont détruit jusqu'à 90% des espèces animales et végétales, qui sont dues soit à des volcans, soit à des météorites. J'ai mis peut-être bientôt 6, parce que vous savez qu'en ce moment, il y a une extinction des espèces animales qui est très très grande, et donc certains parlent de la 6e extinction possible, mais là, qui serait due à aucune cause externe. Ce serait différent. Ce sera la première fois qu'il y aura une extinction due à une espèce qui se trouve sur Terre. Alors, donc ce n'est pas les gros impacts comme ça de météorites qui vont vraiment nous apporter un espoir pour avoir des molécules prébiotiques. Non. Ce qui va nous apporter un espoir, c'est ce qu'on appelle les micrométéorites. Micrométéorites, c'est quoi? C'est des choses que vous avez dans vos cheveux, par exemple, quand vous vous promenez. Les micrométéorites, c'est des petites météorites qui tombent tout le temps. Et quand vous faites un shampoing, vous pouvez récolter l'eau qui tombe et vous allez avoir une micrométéorite à l'intérieur. C'est des trucs tout petits, hein. Vous voyez, ça fait typiquement, ça c'est ce que vous voyez là, mais ça fait typiquement entre 50 et 500 microns, donc 1 millième de millimètre. Typiquement moins de 1 milligramme. On les collecte plus facilement sur des zones glacées, comme au Groenland, en Antarctique, parce qu'on les voit mieux. Elles sont noires sur un fond blanc. Et elles sont composées de carbone, composées d'acides aminés. Alors, elles ne pèsent pas lourd, mais il y en a plein qui tombent. Et donc, au total, on en récolte quasiment 1000 tonnes chaque année sur Terre. Enfin, on n'en récolte pas. On pense qu'il y a cette quantité-là qui tombe sur Terre. Et, je ne vous ai pas parlé de ça, mais il y a eu une époque, après la formation de la Terre, où on a subi ce qu'on appelle un grand bombardement tardif, avec plein de météorites qui nous sont tombés dessus. Et on pense que là, on a reçu 10 puissance 17 tonnes, c'est-à-dire 1 suivi de 17,0 derrière tonnes de météorites, ce qui correspond à 100 000 fois la masse actuelle de carbone qu'il y a sur Terre, carbone biologique qu'il y a sur Terre, ce qui correspond à une couche de goudron, comme une marée noire, de 10 mètres d'épaisseur qui ferait tout le tour de la Terre. Ça, c'est pour vous dire que on en a du matériau qui provient de l'espace. Et dans ce matériau-là, il suffit qu'il y ait un tout petit peu d'acides aminés, un tout petit peu de molécules prébiotiques, et la vie peut apparaître grâce à ça. On ne répond pas complètement à la question, parce qu'après, il faut qu'elle s'assemble, tout ça. Mais au moins, on a des éléments, on a ce qu'il faut pour faire le gâteau. Après, il faut voir comment on le fait exactement. Alors, encore une fois, on n'a fait que repousser le problème. D'accord, la vie, les molécules prébiotiques peuvent provenir de Mars,
mais elles ont bien été formées quelque part. Si on n'arrive pas à les former sur Terre, pourquoi on arriverait à les former sur Mars? C'est une très bonne remarque. Donc il faut les former ailleurs. Où? Alors il y a une possibilité, c'est de les former là-dedans. Ça, c'est ce qu'on appelle les nébuleuses interstellaires. C'est ce qui donne naissance aux étoiles. C'est du gaz qui va donner naissance aux étoiles. Et là-dedans, il y a plein d'atomes qui peuvent être lourds. Et il y a des atomes, il y a des molécules très complexes qui se forment. Pourquoi? Parce que dans l'espace, non seulement personne ne vous entend crier, mais en plus, dans l'espace, vous avez le temps. Et dans l'espace, il y a plein de régions qui sont assez denses où des molécules vont pouvoir se former sans aucune pression d'extérieur, sans aucun rayonnement qui va venir d'ailleurs, et donc elles vont pouvoir se former tranquillement, avec du temps. Vous pouvez mettre 1 milliard d'années, si vous voulez, pour former une molécule, c'est pas grave. Et on regarde dans ces nébuleuses-là, donc ça c'est celle d'Orion, hein, vous l'avez peut-être reconnu, on regarde dans ces nébuleuses-là avec des instruments comme, là vous avez le radiotélescope de Nancy par exemple, mais maintenant on regarde aussi avec ALMA, qui se trouve au Chili, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve énormément de molécules organiques et on en découvre tous les jours. On en découvre plein. Alors je vais vous montrer un tableau là, dans le slide suivant. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas regarder toutes les molécules les unes après les autres. C'est juste pour vous montrer qu'il y en a beaucoup. D'accord? Je ne vous demande pas non plus de les retenir toutes. Là, il y en a plus d'une centaine. Et encore, vous voyez, le tableau, il date de la fin 2014. Donc depuis 3 ans, on en a découvert encore plus. Et vous voyez qu'on arrive à des... Là, c'est des molécules. Donc là, c'est avec seulement 2 atomes, 3, 4, etc. Là, il y a plus de 12 atomes. Là, cette partie-là du tableau, en fait, elle est en bas, mais elle ne rentrait pas dans mon transparent, sinon, donc je l'ai découpée. Je vous montre ça juste pour vous prouver qu'on découvre, il y a plein de molécules qui se trouvent dans l'espace. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et on découvre des molécules qui sont très complexes. Donc ça, c'est une possibilité, que les molécules se forment dans l'espace loin, et qu'ensuite, elles soient apportées sur Terre. D'ailleurs, si on regarde la composition de la Terre, qui est là, vous voyez, la Terre, elle est formée en gros pour moitié d'oxygène, pour 1/4 de silicium, et après il y a de l'aluminium, du fer, calcium, etc. Regardez l'univers. L'univers, il est formé en masse à 3/4 d'hydrogène et à 1/4 d'hélium. Regardez le corps humain. Il est formé de beaucoup d'oxygène et beaucoup de carbone. Le corps humain ressemble beaucoup plus à la Terre qu'à l'univers. Ce qui est probablement pas complètement un hasard. Donc la Terre, elle est formée de matériaux qui sont quand même spéciaux par rapport à l'univers, de matériaux beaucoup plus lourds, d'atomes beaucoup plus lourds. Alors, pourquoi la vie peut se former sur Terre? Il y a une autre raison à ça, c'est que la Terre, elle est bien placée. Elle est bien placée dans le système solaire. Elle n'est pas trop proche du Soleil, elle n'est pas trop loin du Soleil, ce qui fait que, comme la Terre a une atmosphère et qu'elle a une température qui est comprise entre 0 et 40 degrés, de l'eau liquide peut subsister, on dit qu'elle se trouve dans la zone habitable. Et donc je vous montre la Terre. Voilà la Terre, telle qu'on la connaît. Est-ce qu'il y a de l'eau sur Terre? Liquide. Bah oui, on voit la Terre, c'est la planète bleue, il y a de l'eau. Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau sur Terre? Bah, quand on regarde comme ça, on se dit qu'il y en a quand même pas mal d'eau sur Terre. Vous en êtes sûr? Ben, regardez ce que je vais faire, je vais enlever toute l'eau qu'il y a sur la Terre. Sur la Terre. Je vais enlever toute l'eau qu'il y a sur les océans. Ça. Et regardez ce qui reste. Je vais la mettre à côté, l'eau. Voilà l'eau qui se trouvait dans tous les océans. Donc finalement, ce n'est pas énorme, l'eau liquide. Je n'ai pas enlevé tout ce qui pouvait se trouver sous terre, mais on enlève tout ce qu'il y a sur l'océan, et voilà ce qui reste. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'eau liquide, il n'en faut pas beaucoup pour que de la vie apparaisse. Et pour clore cette partie-là, je m'éloigne maintenant beaucoup de la Terre, je vais aux confins du système solaire, et je prends une photo de la Terre. Ça, c'est une photo qui a été prise par une sonde qui se trouve aux confins du système solaire. Et ce que vous voyez là, c'est la poussière des planètes, la poussière qui a permis la formation des planètes, pardon, ce qu'on appelle la lumière zodiacale. Et là, vous avez une phrase de Carl Sagan qui commente
cette image et qui dit « Nous avons réussi à prendre cette photo depuis l'espace lointain et si vous l'examinez, vous voyez un point. C'est ici. C'est nous. Pensez au fleuve de sang versé par tous ces généraux et empereurs pour qu'ils puissent, dans la gloire et le triomphe, devenir les maîtres temporaires d'une fraction de ce point. » Alors je crois qu'il parlait plutôt de cette partie-là. Pensez aux cruautés infinies infligées par les habitants d'un coin de ce point à des habitants difficilement différenciables vivant sur un autre coin de ce point. C'est un beau texte. André Braic montrait souvent cette photo, il disait que là c'était la photo d'identité de toute l'espèce humaine. Au moins ceux qui soient de ce côté-là, quoi. Donc voilà pour la vie sur Terre. Vous voyez qu'on se pose encore beaucoup de questions sur, on a des idées en gros sur comment elle a pu apparaître, mais le tout début, l'origine de la vie, comment elle est vraiment apparue sur Terre, en fait, on ne sait pas. Donc je vais maintenant passer à la deuxième partie, le système solaire. Vous connaissez en fond la planète Mars. Recherche de vie dans le système solaire. Alors, on ne va pas tout parcourir, puisque d'abord on n'a pas le temps, et puis en plus il y a des endroits où on est sûr qu'il n'y a pas de vie, comme sur Mercure, qui est trop près, Vénus, il fait trop chaud. On va plutôt en voir certaines, comme Mars. Après, ces planètes géantes, donc après de la vie sur les planètes géantes, il n'y a que du gaz, on ne peut pas poser le pied. La vie, elle aime bien poser le pied quelque part. Donc on ne va pas trop chercher là. Par contre, il y a des satellites autour de ces planètes qui peuvent être intéressants. On va regarder ça. Et il y a un diagramme que j'aime bien montrer, c'est celui-là. Alors, il vous paraît peut-être compliqué, mais regardez. C'est les diamètres, donc c'est la taille des objets du système solaire. Et ça, c'est la densité, la masse volumique. Et regardez qui est. Donc là, vous avez le Soleil, qui est grand, mais peu dense. Vous avez les planètes géantes, qui sont grandes, mais assez peu denses. Là, vous avez les comètes. Là, vous avez des satellites de planètes. Là, vous avez Mars, Vénus, Mercure et la Terre. Et ça, c'est assez fascinant, je trouve, parce que la Terre, c'est le corps du système solaire qui est le plus grand avec la plus grande masse volumique. Donc, c'est-à-dire c'est un corps qui est quand même assez grand pour sa densité. Donc peut-être que ce diagramme explique en partie pourquoi la vie est apparue sur Terre. Alors, allons tout de suite vers justement cette planète-là, qui est la planète Mars, qui nous fait tous rêver, et en fait, depuis longtemps, elle nous fait rêver, puisque, regardez, ça c'est une carte acquise par Cassini en 1666. Cassini, il fait un dessin de Mars, donc il dessine une altère, là. Et surtout, il dessine un petite tache blanche. Et en fait, ce qu'il voit là, c'est une calotte polaire sur Mars. Et donc, il prouve comme cela qu'il y a de l'eau sur Mars. La confirmation spectroscopique viendra plus tard, au XXe siècle, mais il montre, au moins il suggère, qu'il y a de l'eau sur la planète Mars. Comme rappelait Pierre Thomas l'autre jour, à chaque fois qu'il y a une sonde martienne qui va sur Mars, les journalistes disent « Ah, ça y est, on a enfin trouvé de l'eau sur Mars ». En fait, on le sait seulement depuis 1666. Regardez, ça c'est la calotte polaire qui est prise par la photo est prise par une sonde autour de Mars. Et à partir de plus tard, en fait, commence l'ère des bâtisseurs de canaux martiens. C'était une carte de Mars, une carte très sérieuse, faite par Giovanni Schiaparelli en 1877. Et il voit une morphologie assez précise de Mars, qui fait des dessins. Et là-dedans, dans tous ces petits filaments, il voit des chenaux, qu'il appelle des canali. Ces canali sont mal interprétés par Percival Lowell en 1895, qui y voit des canaux d'irrigation. Donc vous voyez là toutes les villes, qui sont d'ailleurs bien arrangées sur Mars, à la différence des villes sur la Terre, toutes les villes, et avec les canaux d'irrigation, qui proviennent probablement des calottes polaires, et qui vont irriguer toute la planète comme ça. Et probablement que de là commence le mythe du martien, qui s'insère dans la pensée commune. Et c'est vrai que c'est une planète intéressante, où de la vie a pu se développer, mais je pense qu'on a encore plus envie de découvrir des martiens, parce qu'il y a toute cette histoire-là.
Les premières missions martiennes, comme les missions Viking en 1970, voient du givre sur la surface. Les roches sont recouvertes de poussière, une composition finalement assez similaire à la croûte terrestre, d'origine volcanique, peut-être sédimentaire. Et ce que les missions prouvent, c'est qu'il y a de la présence d'eau partout sur le sol martien. Alors, pas de l'eau liquide, on a de l'eau, on a du givre, on a de la glace, on pense qu'il y a peut-être de l'eau en sous-sol, et par contre, ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est qu'on est sûr qu'il y a eu de l'eau qui a coulé sur Mars. Par contre, on n'a aucune molécule organique, pas de vie sur Mars, au moins jusqu'à quelques centimètres, peut-être même mètres sous la surface. Une raison importante étant qu'il y a beaucoup d'oxydants et de rayons UV qui sont sur la planète et qui, si la vie se développait, elle serait tout de suite anéantie. Il y a eu pléthore de missions martiennes. Là, je vous montre juste les dernières missions martiennes et celles qui sont encore prévues. Il y a plein de missions martiennes sur Mars, la planète rouge. Probablement ceux qui ont le moins envoyé une mission martienne sur Mars, c'est les Russes, alors que c'est la planète rouge, c'est un peu étrange. Ils ont toujours eu du mal à les faire arriver. Regardez, là par exemple, ça c'est un cratère, et là vous voyez un des méandres de rivière. Et en fait, donc, sur Mars, on voit beaucoup de présence de glace, de sulfate, on voit présence d'argile. Ça, ce sont les argiles. Ça, c'est Mars Express qui a vu ça. Donc ça veut dire que des rivières ont déposé des argiles en cheminant sur Mars. On voit, ça c'est 5 cm de taille, et vous voyez des polygones dans des cratères, probablement dus à l'évaporation de lacs sur la planète Mars. Il y a des impacts qui sont suivis d'écoulements. Ça veut dire que quand il y a un météorite qui tombe sur la planète Mars, ça chauffe le sous-sol, et probablement que de l'eau qui était dans le sous-sol se met à couler, ou s'est mise à couler. Et on a, ça c'est Pierre Thomas qui m'avait passé cette photo que je trouve assez fabuleuse, on a des impacts de météorites qui font, quand ils arrivent sur Mars, font splash. Vous voyez, là on a probablement de l'eau qui se trouve en sous-sol, qui se met à bouillir lors de l'impact de la météorite et qui font un splash comme ça, comme quand vous lancez une pierre sur un sable mouillé sur une plage. Et Opportunity a aussi découvert des myrtilles. Alors pas celles qu'on va manger comme ça. Hein. Les myrtilles, c'est des sphérules qui sont riches en fer, et on pense qu'elles ont roulé dans des eaux sédimentaires, dans des eaux peu profondes, comme ça, elles ont fait des petites boules dans des couches sédimentaires. Pire encore, on a des observations de surface plissée, comme ça, sur Mars, qui suggèrent qu'il y a probablement eu des tsunamis géants, probablement créés par un énorme impact de météorites, il y a entre 3 et 3,5 milliards d'années. Et alors, tsunami, quand je dis géant, c'est vraiment géant, puisque c'est une vague, d'après le modèle, hein, c'est une vague de 300 mètres de haut, qui déferle à 220 km/h sur une distance de 1200 km. Donc c'est pas mal comme tsunami. Donc ça prouverait qu'il y a vraiment eu de l'eau sur Mars, liquide. Alors maintenant, il n'y en a plus. On le sait, par exemple, il y a un rover Opportunity qui a fait un voyage sur Mars, beaucoup plus long que ce qui était prévu au départ, et qui s'est promené dans Mars, qui a pris des images. Vous allez en voir certaines ici. Aujourd'hui, sur Mars, il n'y a plus d'eau liquide en surface. Voilà, on en a quelques-unes. On entend un petit peu un son. Le son doux, c'est quand le rover est sur le sable, et quand le son est un peu plus dur, c'est quand il passe sur des roches, comme ça. Vous voyez, c'est assez joli, ça vous montre un petit peu le paysage martien, qui finalement est assez monotone, hein, on peut dire, qui ressemble beaucoup à un désert. Alors, des fois, vous voyez les traces du rover. Donc ça, c'est Opportunity, qui est un tout petit rover, hein, comme ça, mais qui s'est baladé beaucoup plus longtemps que prévu, puisque au départ, on pensait que la poussière de Mars allait
se mettre sur les panneaux solaires et lui empêcher d'acquérir de l'énergie. Et finalement, avec les vents solaires qui sont très forts, ça a nettoyé les panneaux solaires. Donc il est resté très très longtemps comme ça. Bon, je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est long. Il y a une autre mission qui s'appelle Curiosity qui a atterri sur Mars il y a 5 ans. C'est son anniversaire aujourd'hui, enfin il y a quelques jours, au début de festival. Et donc là vous voyez la sonde qui va sur Mars, qui part d'abord de la Terre, qui se dirige vers la planète Mars, qui est freinée lorsqu'elle arrive dans l'atmosphère. Alors c'est le bouclier thermique, il y a des rétrofusées pour corriger un petit peu la trajectoire. Et quand elle arrive en direction de la planète Mars, donc il y a un parachute qui se déploie, qui freine, l'atmosphère est très ténue, c'est difficile d'atterrir. Et le rover est élitreillé jusqu'à ce qu'il touche la surface de Mars. Et là, il y a des boulons explosifs qui vont faire partir ce qui a permis de l'élitreiller. Et après, la sonde va faire tout ce qu'elle doit faire. Donc toute cette séquence-là, mise en orbite autour de Mars, atterrissage, qui dure en gros 7 minutes, ont été appelées par JPL comme les 7 minutes de terreur. Et d'ailleurs, ça c'est une image de Curiosity sur la planète Mars. Ça c'est son trajet ici, qui monte vers une montagne et qui repère des coulées sombres, peut-être de boue, d'eau sur la planète. Il y a une sonde européenne Schiaparelli, qui devait se poser récemment sur la planète Mars. Et malheureusement, à peu près 1 km d'altitude, la sonde a cru qu'elle était arrivée et donc a coupé les moteurs. Et donc quand vous faites une chute libre de 1 km, vous n'arrivez pas en très bon état. Et c'est ce qui s'est passé sur cette sonde-là. Et on espère que ça se passera mieux pour la prochaine sonde européenne qui partira en 2020, puisqu'on aimerait bien que les Européens arrivent à lancer et à faire atterrir une sonde de cette manière-là sur la planète Mars. Et le but de cette sonde européenne, ça sera de forer sur quelques mètres le sous-sol pour voir s'il y a de la vie en sous-sol. Le méthane maintenant, on a détecté du méthane dans l'atmosphère de Mars, Mars Express, avec une valeur controversée. Bon. Le problème, c'est que la durée de vie du méthane, c'est 300 ans. Et le méthane, il a une origine soit géologique, donc les volcans, soit biologique, les bactéries. Donc, comme sa durée de vie est de 300 ans, il faut qu'il soit créé en permanence. Qui le crée? Soit il y a des bactéries méthanogènes sur Mars, soit c'est des volcans. S'il y a des bactéries méthanogènes, c'est plus intéressant puisque ça veut dire qu'il y a de la vie. Pour trancher, on a lancé, ça c'est l'Europe, l'ESA, on a lancé un satellite qui est en ce moment en orbite autour de Mars et qui est en train de faire des mesures de la composition de la teneur en méthane de l'atmosphère martienne. Donc la conclusion, c'est que sur Mars, il y a 3 milliards d'années, toutes les conditions étaient réunies, c'est-à-dire qu'il y avait de l'eau liquide, de l'énergie, de la matière organique, pour que la vie apparaisse. Alors, comme j'ai bien avancé là dans cette conférence, on va faire une petite pause et je vais vous emmener sur Mars. On va faire seul sur Mars pendant en gros 24 heures. Vous allez voir, ça va commencer maintenant. Accrochez-vous, vous êtes sur Mars.
Bon, vous avez vu, on n'était pas sur Mars, vous avez remarqué, le ciel était bleu. On était sur la Terre. Mais dans un environnement qui ressemble beaucoup à celui de Mars, et qui d'ailleurs est utilisé par le JPL, la NASA, pour tester les rovers, on était dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. Et cette vidéo a été faite par Serge Brunier, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui part pendant une semaine dans le désert d'Atacama et qui prend des images comme ça, absolument fabuleuses. Donc je vous recommande d'aller sur son site et vous allez voir qu'on se croit vraiment sur Mars. Donc après cette petite pause, je continue le voyage. On laisse de côté maintenant Mars, on va un peu plus loin, on va vers Jupiter. Et on va aller sur un satellite qui s'appelle Europe. Europe est un satellite assez spécial. C'est un satellite qui... alors d'abord, il se trouve à 600 000 km de Jupiter. Donc il est chauffé par les effets de marée de Jupiter. Europe a un diamètre de 3000 km. Et ce que vous voyez ici, quand vous faites un zoom, vous voyez cette image, quand vous faites un zoom là, vous voyez ça. Là, c'est un zoom sur le cratère qui est ici. Vous avez des blocs de glace qui ont pivoté. Vous voyez qu'il n'y a aucun cratère d'impact, probablement parce qu'il y a un remodelage continu de la surface de cette planète. Et on pense que c'est ce qu'on appelle du cryovolcanisme. Vous allez voir ce que c'est après du cryovolcanisme. On pense qu'il y a des marées océaniques sous de la glace. Et ça a été vu par un satellite qui s'appelle Galileo, qui a observé des remontées d'eau salée à la surface d'Europe. Vous voyez ici ces petits points bleus que vous voyez ici. La structure interne d'Europe, la voici. Vous avez un noyau de roche ici, et juste sous la surface, ici, un zoom là, vous avez un océan d'eau liquide, d'accord, sous de la glace. Donc un océan d'eau liquide qui ferait typiquement 100 km de profondeur, et vous avez 10 km de banquise, et vous avez la chaleur interne qui est donnée par la présence de Jupiter et par les effets de marée de la planète Jupiter. Donc là, ça chauffe. Là, vous avez un océan. Là, il fait froid. Et après, vous avez la surface. Vous voyez Jupiter ici. Et là, vous voyez l'eau sous pression qui sort par là. Et c'est ça le cryovolcanisme. Et ça vous rappelle peut-être quelque chose. Ce fond des océans chauffé par une chaleur interne, c'est similaire aux évents hydrothermaux qu'on a sur Terre, les fumeurs noirs dont je parlais tout à l'heure. Donc, peut-être qu'une vie bactérienne microscopique, comme celle qu'on trouve au fond des océans sur Terre, se développe ici sur Europe. Par contre, si on veut vérifier ça, il faut y aller. Il y a des missions qui sont prévues, mais évidemment, on ne va pas forer 10 km de glace pour aller voir en dessous. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, par contre, c'est aller voir dans ces geysers, dans ces sorties, dans ces remontées d'eau salée, ce qu'il y a exactement. Ça, c'est Europe, satellite de Jupiter. Allons encore plus loin. Satellite de Saturne, Encelade. Un tout petit satellite, regardez par rapport au Royaume-Uni. C'est tout petit. Ben, il est joli aussi, Encelade. Regardez, c'est un satellite actif, avec des rides de pression. Il a une activité géophysique au pôle sud, avec des gigantesques geysers qui s'étendent sur quelques centaines de kilomètres. Là, vous en voyez un. Regardez en fausse lumière. Vous avez un gigantesque geyser. D'où viennent-ils ces geysers? Là, vous avez une image de ces geysers qui sortent dans ce lac. Vous voyez qu'il y en a plein qui sortent à différents endroits. D'où viennent-ils ces geysers? Eh bien, pour le savoir, Cassini a pris une image en passant, en survolant à 50 km d'un panache de geysers. Et qu'est-ce qu'on découvre? De l'eau, du sel et de la matière organique. Ça veut dire que les geysers proviennent d'un océan d'eau liquide salée, avec de la matière organique, comme sur Terre. Donc il y a des réservoirs internes d'eau liquide qui sont là, qui sont chauffés par un magma rocheux et qui sortent. Et ça veut dire qu'en bas, vous avez encore la surface au fond de l'océan qui est chauffée par les effets de marée de Saturne. Là, vous avez cette poche d'eau et ça sort ici. Et il y a un responsable. Alors, les conditions sont favorables à l'apparition de la vie, encore une fois, vie bactérienne. Et il y a un responsable de cet article qui a dit « Les microbes n'ont pas encore été vus, mais leur nourriture, oui ». En particulier parce que d'hydrogène a été détecté. Le dihydrogène
c'est, je vous ai montré tout à l'heure, les vents hydrothermales des Açores, la Rainbow, il y a 45% de dihydrogène. Et là, on détecte du dihydrogène là-dedans. Donc les microbes n'ont pas encore été vus, mais leur nourriture, elle, on l'a détectée. Donc il ne reste plus qu'à détecter les microbes, ce qui sera un petit peu plus compliqué. Autre satellite de Saturne, et non moins intéressant, c'est Titan. Et ça, c'est Titan vu de la Terre. Titan vu depuis la sonde Voyager. Titan vu depuis la sonde Cassini. Sonde Cassini qui tourne autour de Saturne et qui va, le 17 septembre de cette année, tomber sur Saturne. C'est le plus gros satellite du système solaire, diamètre 5000 km, le seul qui ait une atmosphère. Ça, c'est une image qui vous montre qu'il y a des océans de méthane liquide, c'est ce qu'on voit en sombre ici. Titan, il fait moins 180 degrés, hein, donc il fait froid. Et en clair, là, vous voyez... Attendez, j'ai été trop vite. En clair, vous voyez des nuages. Regardez. Voilà. En clair, vous voyez la glace d'eau et des nuages de méthane, en particulier ici. Et ça, ce point-là, c'est un point où on va atterrir. Parce que Cassini était avec une autre sonde qui s'appelle Huygens. Cassini est resté en orbite autour de Saturne et Huygens a atterri sur Titan. Alors là, ce que vous écoutez, c'est le bruit des poussières de l'atmosphère de Titan sur un capteur de Huygens. Donc Huygens plonge dans l'atmosphère le 25 décembre 2015. Elle va descendre comme ça pendant 2h20. En même temps, on envoie un radar pour savoir à quelle distance elle est de la surface. Et ce radar, c'est ce que vous entendez là, qui a été retranscrit en ondes audio pour nous, où on peut entendre. Et du coup, ce qui est assez émouvant, c'est que vous allez entendre le radar qui fait l'aller-retour. Et évidemment, l'aller-retour, la durée diminue. Et donc vous allez entendre la sonde toucher le sol de Titan. Écoutez bien, vous allez voir. C'est un peu comme un moustique. Donc là c'est Cassini, là c'est Huygens, freiné. Et ça c'est le sol qu'on imaginait de Titan. Atterri. Et regardez ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Alors ça c'est un grand lac avec une île au milieu du lac. Là vous avez un paysage titanesque avec des réseaux méthanographiques, puisque c'est du méthane qui coule. Il fait moins 180 degrés, je vous rappelle. Et on continue à se déplacer. Là vous avez voilà, une riviera. On continue, là il y a du relief qui apparaît et la sonde se pose, voilà ce qu'elle voit. Un marécage peu profond, asséché, pas d'eau liquide, mais du sable et des galets qui ont été roulés, probablement dans du méthane liquide. Donc le sol est mouillé par du méthane, riche en composés organiques, peut-être du courant. Et voilà l'intérieur de la surface de Titan, avec, encore une fois, un océan qui se trouve ici, un océan sous la surface gelée. Et donc, si je récapitule, en fait, vous avez des océans sous la surface d'Europe, de Ganymède, de Callisto, de Titan et d'Encelade. Et en fait, on a un équivalent terrestre, c'est le lac glaciaire antarctique Vostok, qui date à peu près 1 million d'années, et dont la faune est restée sans contact avec l'atmosphère pendant au moins 100 000 ans. Donc, on est en train de forer pour voir ce qu'il y a justement sous le lac Vostok. Je vais passer maintenant donc, du coup, à la dernière partie, les exoplanètes. Les exoplanètes sont donc on les découvre autour d'énormément d'étoiles. Elles sont difficiles à détecter parce que l'étoile est beaucoup plus brillante que la planète. Je vais passer sur les méthodes de détection, parce que sinon je n'aurai pas le temps de traiter du reste.
toute façon, il y a déjà eu des conférences qui ont parlé de ça. Donc, je vais juste vous montrer qu'on en découvre de plus en plus des exoplanètes. Vous voyez, ça augmente énormément. Là, on en est actuellement à 3639 exoplanètes. Donc, c'est des planètes autour d'autres étoiles. 2729 systèmes planétaires, c'est-à-dire étoiles plus planètes. 612 systèmes multiples, c'est-à-dire des étoiles qui ont plusieurs planètes autour. Ça, c'est le recensement aujourd'hui. Si vous voulez avoir tous ces chiffres-là, vous allez sur le site exoplanète.eu. Et ça, c'est les étoiles avec, vous voyez l'ombre, c'est les planètes qu'on voit dessus. Là. Et vous voyez qu'il y a des grosses étoiles jusqu'à des petites étoiles. Et à chaque fois des planètes. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre des planètes qui sont très chaudes et très proches de leur étoile. Là, vous voyez, ça c'est la masse en fonction de la période orbitale. Ça, c'est ce qu'on appelle des Jupiters chauds, très grandes, très chaudes, donc très grandes comme Jupiter et très proches de l'étoile. On découvre aussi des Jupiters, donc comme Jupiter. On découvre aussi des Neptunes chauds, donc gros comme Neptune, mais plus proches de l'étoile. Et on découvre des super-terres. Super-terre, c'est quoi? C'est plus gros que la Terre, et avec des périodes de l'ordre de 10 jours, typiquement, donc plus proches du Soleil. Et ce qu'on découvre pas beaucoup encore, c'est des planètes vraiment du type Terre. C'est-à-dire, même taille que la Terre, et à la bonne distance. On commence à en découvrir, il n'y en a pas beaucoup. Et sur lesquelles on va pouvoir avoir de la vie qui se développe? Ben, pas sur toutes. Je vais vous montrer par exemple un contre-exemple. Voilà un beau contre-exemple de Terre sur laquelle la vie ne peut pas se développer. Il n'y a pas d'atmosphère. La température est probablement très très basse. Il n'y a pas d'eau liquide. Mais il n'y a pas beaucoup de schnops. Carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, soufre. Il y a des fleurs, mais je ne sais pas trop comment elles survivre. Et par contre, peut-être qu'il a du temps pour attendre. Mais bon, en tout cas, la vie a du mal à se développer sur une planète comme ça. Pour qu'une vie se développe sur une planète, il faut qu'elle soit, on l'a vu pour la Terre, à la bonne distance du Soleil. Alors, en fonction de la luminosité des étoiles, les zones qu'on appelle habitables, donc où il y a une atmosphère, eau liquide, température entre 0 et 40 degrés, la zone habitable peut être plus proche de l'étoile. En fait, si vous avez une étoile très chaude, la zone habitable est très loin. Une étoile très froide, la zone habitable est très proche. Et si c'est une étoile intermédiaire, comme le Soleil, mais la zone habitable est là où elle est pour la Terre. On en connaît quelques-unes, des exoplanètes dites habitables. Là, vous en avez un petit florilège. Voilà. Et il y a un numéro qui représente l'indice de similarité à la Terre. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas encore toutes les caractéristiques de façon très précise pour savoir si elles sont vraiment habitables ou non. Il y en a une qui est intéressante, c'est Proxima du Centaure, que je vous montre tout de suite. Proxima du Centaure, ce qui est intéressant d'abord, c'est que c'est l'étoile la plus proche de nous, à 4,2 années-lumière. Regardez, le système de Proxima du Centaure, il est très très petit. Si vous le mettez à l'échelle de notre système solaire à nous, Soleil-Terre, Proxima du Centaure, la planète, elle se trouve ici par rapport à l'étoile. Donc c'est très très compact comme système. Regardez une vue d'artiste, en fait c'est un système triple. Vous avez Proxima du Centaure ici, il y a 2 étoiles qui sont là, dont Alpha du Centaure, et ça c'est la planète. Vous avez une autre vue d'artiste, évidemment on n'en sait rien, donc les artistes ils ne se mouillent pas beaucoup, puisque avant qu'on aille sur cette planète, on est tranquille, donc on peut faire n'importe quelle vue d'artiste qu'on veut, on ne sait pas ce que ça donne. À vrai dire, si on regarde plus précisément, on ne sait même pas si c'est une planète type Mercure, elle est à 11 jours de période orbitale, donc elle est très proche de l'étoile. Donc on ne sait pas si c'est une planète type Mercure qui est très chauffée par l'étoile, ou si c'est une planète océan, un peu comme dans le film Interstellar, vous vous souvenez peut-être, une planète qui est recouverte par un océan. Donc là on ne sait pas si c'est une planète type Mercure, avec pas d'eau liquide du tout, ou une planète qui est couverte d'eau liquide. Tout ça pour vous dire qu'en fait on n'en sait rien. Alors, il y a une mission qui est prévue, enfin, qui est vraiment à l'origine de sa prévision, qui s'appelle Breakthrough Starshot, qui est d'envoyer des milliers de sondes qui feraient typiquement 1 gramme, qu'on va équiper de voiles solaires, qu'on propulserait par un laser de 100 gigawatts vers Proxima du Centaure, à la vitesse de 0,2 c, ça correspondrait à un voyage de 20 ans pour aller là-bas. Mais vous remarquez, on n'envoie pas des gens.
On envoie juste des petites sondes toutes légères de 1 gramme, et elles vont mettre 20 ans pour aller là-bas, parce qu'elles vont voyager à 0,2, donc 20% de la vitesse de la lumière. Et quand elles arrivent là-bas, il n'y a aucun moyen de les faire revenir, elles iront tellement vite, elles vont continuer. Donc en fait, elles vont passer très très vite, prendre une photo, nous renvoyer la photo, et donc 24 ans après, parce qu'il faut 20 ans de voyage, plus 4 ans pour la lumière pour revenir, 24 ans après, on va avoir l'image. Et là, on saura si c'est la planète comme Mercure, une planète océan. Il y a d'autres planètes qui ont été vues, donc vous avez sûrement entendu parler, c'est TRAPPIST 1. Donc là, regardez à la taille de Jupiter avec les satellites, et là, regardez l'étoile TRAPPIST 1 avec ses planètes. C'est exactement la même taille que le système de satellites autour de Jupiter. Donc c'est tout petit. Mais certaines planètes, peut-être, ont des conditions qui seraient favorables à l'apparition de la vie, et d'ailleurs, la NASA a déjà imaginé des vols vers TRAPPIST. Alors TRAPPIST, c'est loin, je crois que c'est une trentaine d'années-lumière, donc c'est long pour y aller. Mais voilà ce que vous pourriez voir. C'est le Planet Hop, et là vous pourriez aller dans une zone peut-être habitable. Voilà, donc des planètes, il y en a beaucoup. Des planètes habitables, pour l'instant, on n'en connaît pas beaucoup. Il y a l'équipe de satellites Kepler qui a détecté énormément d'exoplanètes, a fait un petit florilège comme ça de toutes les planètes qui tournent autour des étoiles. Donc là, vous voyez que des planètes. Alors vous voyez des grosses planètes qui tournent doucement, des petites planètes qui tournent très très vite. Ouais, vous en voyez plein. Tout ça pour dire qu'en fait, les planètes, les exoplanètes ont des caractéristiques toutes très différentes. Certaines sont très proches de l'étoile, d'autres très loin, certaines très chaudes, d'autres très froides, etc. Bon, je ne vais pas vous montrer ça pendant trop longtemps, même si la musique est belle. Alors, on continue à observer. Là, ce que je viens de vous montrer, c'est Kepler, qui a été lancé en 2009. En 2018, donc l'année prochaine, sera lancé le James Webb Space Telescope. C'est un télescope de 6,50 m qui ne rentre pas dans une fusée. Donc, on va le replier pour le mettre dans une fusée. Et après, on va l'envoyer à 1,5 million de kilomètres de la Terre pour observer en particulier les exoplanètes. Et nous, on a un satellite qui s'appelle Plato, qui va être lancé en 2026. Et on a aussi un télescope de 38 mètres de diamètre qui va être construit au nord du Chili, qui s'appelle le Extremely Large Telescope, dans le désert d'Atacama, justement, et qui va essayer d'observer en particulier les atmosphères d'exoplanètes. Voilà tout le florilège d'observations qu'on peut faire sur les exoplanètes. Maintenant, on peut se dire aussi, est-ce qu'on peut essayer de communiquer avec des gens s'il y a des civilisations qui existent, intelligentes? Et donc l'idée est venue en fait il y a longtemps, c'était le 19 septembre 1959, il y a deux astronomes sérieux qui se sont mis d'accord, qui se sont dit, s'il y a des civilisations intelligentes qui essaient de nous contacter, ça serait bien de les écouter quand même. Parce que s'ils nous contactent et qu'on n'écoute pas, et donc ils se sont dit, comment on va faire pour les contacter? Quelles idées auraient-ils pour essayer de nous contacter? Probablement en utilisant la fréquence de l'hydrogène, parce que c'est l'atome le plus commun dans l'univers. Et donc on va écouter l'hydrogène. Et ils se sont appelés, ces scientifiques qui se sont mis ensemble pour penser à ça, ils se sont appelés l'ordre du dauphin, en référence à cette espèce intelligente qui communique, d'ailleurs, entre eux, mais qu'on a du mal à comprendre. Et évidemment, le problème, c'est que si vous voulez communiquer, ne serait-ce qu'avec Proxima, ça vous prend 8 ans. Hein. Bonjour. 4 ans plus tard, Proxima reçoit bonjour. Ils vous répondent bien, bonjour et ça va, ils vous disent. Et vous, 8 ans plus tard, vous recevez le signal, bonjour, ça va. Vous dites bien, 8 ans plus tard, nous aussi, etc. D'accord? Donc c'est communication à long terme. Donc ça, c'est SETI. SETI, c'est le Search for Extraterrestrial Intelligence. Aujourd'hui, on a plusieurs radiotélescopes qui essayent d'écouter. Ça, c'est Arecibo, au Porto Rico. Ça, c'est le FAST, c'est un télescope de 500 mètres qui a été construit par les Chinois. Et évidemment, la probabilité qu'une vie bactérienne extrasolaire évolue vers des systèmes intelligents, vers des systèmes exploitant l'électromagnétisme, reste faible. C'est-à-dire qu'on ne communiquera pas avec des bactéries. On ne peut communiquer qu'avec des espèces intelligentes. Alors, il y a d'autres moyens d'essayer de les contacter. Un moyen a été utilisé dans les années 70, c'est de mettre une petite carte de visite sur une sonde. On l'a mis sur Pioneer, regardez. On a inséré sur cette sonde-là une petite carte comme ça. Donc, je fais un zoom là. Et là, vous voyez, qu'est-ce que ça dit? Ça dit
Ben, si vous allez, voilà, là il y a des pulsars, c'est-à-dire des étoiles qu'on peut repérer dans le ciel. Si vous allez à cet endroit-là, ça c'est où nous sommes ici, vous allez trouver un système planétaire. Eh bien, sur cette troisième planète, c'est de là d'ailleurs que vient la sonde, vous avez des gens comme nous. Alors vous voyez qu'ils sont tout nus, c'est un grand débat. Est-ce que l'homme donne la main à la femme? Ben non, ça va faire des quadripèdes, donc il vaut mieux pas les montrer comme ça. Donc du coup, ils ne se donnent pas la main, mais c'est l'homme qui dit bonjour, la femme elle reste un peu en retrait. Bon. C'était les années 70. On maîtrise l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire qu'on est intelligent, et derrière vous avez la sonde. Voilà, ça c'est une carte de visite, c'est nous. Et on se dit, s'ils sont intelligents, ils vont arriver à décoder. Bon, il faut que, d'abord, cette sonde-là a été lancée en 70, elle ne sort que maintenant du système solaire. Il faut que des gens la récupèrent, comprennent ça, viennent nous voir, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens intelligents dans l'univers? On n'en sait rien. Dans les années 60, il y a un astronome, Drake, qui d'ailleurs écoutait en secret l'univers pour voir s'il y en avait, qui s'est dit, je vais essayer de calculer combien il y en a. Et donc il a écrit cette équation, l'équation de Drake, qui en fait n'est pas une équation, parce qu'elle donne un... Vous allez voir, elle est composée du... C'est le taux de formation d'étoiles dans la galaxie. Combien se forment d'étoiles dans la galaxie? Multiplié par combien de ces étoiles sont entourées d'un système planétaire? Multiplié par, sur ces planètes-là, combien sont habitables? Multiplié par, sur ces planètes habitables, combien de planètes sur lesquelles la vie est effectivement apparue? Multiplié par, sur ces planètes où la vie est apparue, combien ont une vie intelligente? Multiplié par, sur ces planètes où la vie intelligente est apparue, combien ont développé une technologie qui est capable d'envoyer des signaux détectables dans l'espace? Multiplié par, et c'est ça le plus intéressant, combien de temps dure une telle civilisation? Alors vous voyez que les premiers termes, le nombre d'étoiles dans la galaxie, etc., on connaît à peu près. Mais les derniers, on n'en sait rien du tout. On ne sait même pas pour nous combien de temps on va durer, alors pour les autres. Et d'ailleurs, ça m'amène au paradoxe. Alors le résultat de l'équation, c'est on tombe entre 1 et quelques milliers. D'accord. Donc en fait, on n'en sait rien. Il y a un paradoxe qui est très intéressant, c'est que le paradoxe de Fermi, un physicien illustre, il existe en gros 200 milliards d'étoiles dans la galaxie. Si vous faites un voyage de 50 années-lumière, chaque 100 000 ans, alors, il faut les techniques pour, on ne les a pas actuellement, mais un jour on arrivera à hiberner, à se cryogéniser, etc., et à voyager comme ça. La taille de la galaxie, c'est 100 000 années-lumière, c'est-à-dire 2000 fois un tel voyage. Eh bien, vous explorez toute la galaxie en seulement 200 millions d'années. 200 millions d'années, c'est pas énorme. La vie sur Terre, elle a 3,7 milliards d'années. D'accord? Donc 200 millions d'années, ça reste raisonnable. Et là, vous explorez toute la galaxie. D'accord? C'est grand, la galaxie. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a déjà eu des civilisations intelligentes qui se sont développées avant nous, eh bien, elles ont déjà eu le temps de venir nous voir. Or, on n'a vu personne. Donc pourquoi n'avons-nous vu personne? Et ça, c'est le paradoxe de Fermi. Alors l'une des réponses à ce paradoxe, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est de dire des civilisations intelligentes, il y en a peut-être eu plusieurs dans la galaxie, mais peut-être pas au même moment. Puisque si elles ne vivent que 200 millions d'années, typiquement, eh bien vous voyez qu'il suffit qu'elles aient vécu avant nous, ou qu'elles vivent après nous, et on ne pourra jamais les contacter. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à chercher, puisque comme le disait l'un des responsables de SETI, d'ailleurs c'est le responsable, c'est comme plonger un verre dans un océan, et après avoir constaté que le verre est vide, affirmer qu'il n'y a pas de poisson dans l'océan. Là on a regardé un petit peu, mais l'univers c'est grand, il faut continuer à regarder pour savoir s'il y a quelque chose. Et j'en arrive à la fin. Ça, c'est une tribu amazonienne, qui s'appelle les Piraha, qui compte à peu près 400 personnes dans leur tribu. Et alors, ils ont une manière de compter que moi j'aime beaucoup, qui simplifie beaucoup les choses. C'est 1, 2, beaucoup. Et regardez, c'est très très rigolo.
le premier objet, alors je ne sais pas comment on prononce, hein, mais en gros ils disent, vous voyez, il y a un accent qui change là. Là c'est OI, ça veut dire 1. Le deuxième objet, il y en a OI, ce qui veut dire 2. Le troisième objet, il y en a OI, ce qui veut dire 2. Le quatrième objet, il y en a OI, ce qui veut dire 2, ou alors AIBAI, ce qui veut dire beaucoup. Le cinquième objet, c'est beaucoup, le sixième, c'est beaucoup, le septième, c'est 1, parce qu'en fait, c'est 6 plus 1, et etc. Et donc, nous, on est un peu comme ça pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a découvert une civilisation, la nôtre, d'accord ? Et le numéro 2, pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. Qui va le trouver en premier? Est-ce que c'est les chimistes qui vont arriver à faire de la vie dans leur laboratoire? Est-ce que c'est en explorant le système solaire? Est-ce que c'est en regardant l'atmosphère des exoplanètes, des signatures potentielles de vie? Est-ce que c'est SETI qui va écouter un signal? Ou est-ce que finalement, ils vont venir nous voir? Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on a quand même maintenant quelques éléments pour chercher à la fois dans le laboratoire, dans le système solaire, dans les exoplanètes. Et vous avez compris, dans ce que je vous ai dit, qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. Et ça, c'est surtout un message pour les jeunes qui veulent se diriger dans ce domaine-là. C'est un domaine en pleine expansion. Donc, je les encourage fortement à s'y mettre, parce que l'aventure ne fait que commencer. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.